le pervers narcissique. Celui qui est le vrai pervers narcissique. D'accord? Le pervers narcissique représente l'une des formes les plus destructrices de manipulation. Contrairement au manipulateur narcissique qui agit souvent par carence affective ou immaturité émotionnelle, le pervers narcissique agit avec une volonté consciente et calculée de nuire. Clairement, il cherche à dominer, à contrôler, à écraser l'autre pour se sentir supérieur et nourrir son propre ego. C'est un profil extrêmement toxique, difficile à identifier au premier abord, car il excelle dans l'art du camouflage. Et beaucoup de manipulateurs, en fait, voulaient s'identifier assez bien et voulaient traiter de pervers narcissique. Le véritable pervers narcissique, je te jure que la vérité est vraie, tu ne vas pas l'identifier comme ça. Même des spécialistes n'arrivent pas à l'identifier comme ça aussi facilement. Donc, tu ne peux pas identifier un pervers narcissique facilement. Le pervers narcissique, il va utiliser un ensemble de techniques redoutables pour asservir l'autre et l'amener à douter de sa propre réalité. Il va l'isoler progressivement, l'aspirer dans un système où seule sa vérité prévaut. Il va commencer souvent par une phase de séduction intense, aussi appelée le love bombing. Oui, comble l'autre d'attention, de compliments, de gestes affectueux et d'idéaux partagés. Cette phase, il va la réutiliser plusieurs fois, dès qu'il risque de perdre le contrôle sur toi. C'est une phase qui a pour but, en fait, d'installer un lien de confiance et de créer la dépendance émotionnelle. C'est pour ça que dès qu'il sent qu'il perd ce contrôle, dès que tu commences à peut-être te détacher de ta dépendance, allez hop, le love bombing. Et puis, il y a cette phase de dénigrement, plus ou moins subtile. Il va alterner entre froideur et chaleur, critique et flatterie, distance et rapprochement. Ce yo-yo émotionnel plonge la victime dans un état de confusion. Elle s'accroche à l'image initiale du sauveur ou de l'amoureux parfait, croyant que le problème vient d'elle. Parce qu'elle va s'accrocher aussi à cette phase de love bombing, ce qu'il lui a montré au départ. Donc, je vais te donner quelques techniques de pervers narcissique. Et je te jure que tu en arrives à vraiment croire que c'est toi le problème. Ah oui, non, tu as une déformation de l'image que tu as de toi, de la vérité, de la réalité. Tu es dans... laisse tomber. Le gaslighting. Putain, la prononciation de merde. Chut, s'il vous plaît. Faire douter la victime de sa mémoire, de son jugement, voire de sa santé mentale. Ouais. Arriver à te faire croire qu'en fait, c'est toi qui te souviens mal, que c'est toi qui inventes, que c'est toi qui n'es pas bien dans ta tête, que tu es complètement taré, fou, que tu inventes. Tout ce genre de trucs. L'inversion des rôles. Faire croire à sa victime que c'est elle qui manipule. Que c'est elle la méchante, que c'est elle la fautive. Ouais. Le silence punitif. Ignorer la victime pour la faire culpabiliser. Et qu'elle revienne en rampant dans les trois quarts du temps du coup. Le chantage affectif. Si tu m'aimes, tu ferais. Si tu m'aimais, ceci. Et oui. Si tu ne veux pas que je parte, ou menacer d'aller baiser ailleurs, menacer de se taper même la pote, si elle vient en avoir encore une d'ailleurs, j'ai envie de te dire, persuader que d'ailleurs s'il vient avoir une personne qui rentre à un moment donné dans la relation, que l'autre personne est une mauvaise personne, enfin bref, ce genre de chantage affectif en fait. Parce que oui, le chantage affectif passe aussi par le
fêter si tu couches pas, parce que la personne elle t'es pas bien ou machin, tu vois, on n'est pas des robots sexuels en fait, hein, clairement. Eh bien, menacer en fait d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est du chantage affectif. La triangulation, en fait. Faire en sorte de faire intervenir une autre personne afin en fait de créer de la jalousie ou de l'insécurité chez sa victime. Voilà. Genre, prendre une femme et lui faire des câlins ou lui faire des smacks devant toi. Ce genre de truc, c'est de la manipulation. Le dénigrement en privé. Ah, ça, le dénigrement privé. Il va te dénigrer au plus haut point dans le privé. Et bizarrement, parfois, il va le faire en public. En fait. Mais personne ne va trop y prêter attention. Parce que par contre, en public, il va se montrer irréprochable avec toi. Très amoureux, très tendre, très attentionné. Il va donner l'impression à tout le monde que tu es traité comme une princesse. Et une fois entre quatre murs, tu vas vivre l'inverse. Là aussi, c'est du yo-yo émotionnel. L'hyper-contrôle des faits et gestes, des pensées et des paroles. La victimisation. C'est lui l'incompris, c'est lui le trahi, c'est lui l'abusé, en fait, pour détourner la responsabilité. Clairement. Mais le pervers narcissique peut se montrer d'une violence extrême. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il peut passer par la violence verbale qui te détruit au plus profond de moi. De toi. C'est ça, c'est un truc, je ne l'ai pas forcément dit, mais effectivement, c'est une personne qui a très, très recours à la violence, qui va, la violence sexuelle, te faire culpabiliser si tu n'as pas envie jusqu'à qu'en fait, tu le fasses sans envie. Voire en fait, parfois à te forcer, même si tu dis non, même si tu le pousses, avec un tel contrôle qu'en fait, tu auras des rapports forcés, même si tu as refusé. La violence psychologique, parce que c'est de la violence psychologique, tout ça. Il y a la violence physique, également parfois. Aussi, sur ce type de profil, au final. Et beaucoup de gens se veulent moralisateurs sur les victimes. Mais ils ne se rendent même pas compte de l'emprise, ce que c'est une emprise émotionnelle. Ils ne se rendent pas compte aussi de la peur de la personne, du fait de ses violences, quand elle dépasse la violence psychologique. Les menaces de détruire la personne. Les menaces, tiens, je vais dire si ça à tes parents, tu vas avoir des problèmes avec tes parents, ou je vais raconter si ça à tout le monde, machin. Ces menaces-là aussi. Parce que ça reste de la violence psychologique, ça reste du chantage, mais tu as peur au final de voir ta vie être totalement détruite, en fait. La violence physique, tu as peur de ce que la personne peut te faire si tu pars ou si tu t'en libères. La violence sexuelle aussi, tu en as peur. Parce que qui te dit que si tu arrives à partir, la personne elle va pas te retrouver, elle va pas te foutre sur la gueule, elle va te forcer à avoir des rapports. Qu'est-ce que t'en sais? Donc il faut pas, par contre, minimiser ce que vivent les victimes, là, dans ce genre de profil, s'il vous plaît. Et surtout pas leur faire la morale ou leur dire t'avais qu'à partir. Parce que ça, j'en ai vu énormément sur les réseaux. Des gens qui se permettaient de commenter ce genre de choses. Ces gens, j'ai envie de leur dire, mais ferme ta gueule si tu sais pas ce que c'est. J'ai même pas envie d'être poli avec. Comme si c'était pas assez destructeur ce que vit la personne. Bref. Le pervers narcissique, lui, il en a rien à foutre de l'amour. En fait. C'est pas une histoire de forcément de reconnaissance, d'admiration pour combler
quelque chose là, c'est vraiment, il en a rien à foutre de l'amour. Ah ouais. Il se nourrit vraiment du pouvoir qu'il a sur toi. Il va te détruire psychologiquement une personne qui peut être forte, lucide et pleine de ressources. Il est capable de détruire même les personnes fortes. Parce que trop facilement, en fait, on va dire que c'est des personnes faibles, les victimes. Faux. C'est simplement des personnes qui ont un cœur. Voilà. Son objectif, c'est de posséder, de contrôler afin d'anéantir. Le plus grand danger est que sa perversion, putain j'en bégaye, est difficile, mais réellement difficile à détecter. Il peut avoir une telle réputation positive, une telle posture sociale irréprochable, est tellement admiré et aimé de tous, alors que dans l'intimité, c'est autre chose. Et il est extrêmement difficile de se faire entendre dans ce cas-là aussi. Parce que les autres voient ce côté positif. Comment tu peux arriver à leur faire savoir ou faire croire ce qu'il en est réellement. Il peut devenir tyrannique, destructeur et extrêmement instable. J'aimerais préciser une certaine chose. Les personnes dépendantes à l'alcool ou à la drogue qui sont vraiment extrêmement dépendantes, extrêmement dans la noirceur du coup, avec leurs énergies basses, ont ce type de profil, mais n'en sont pas réellement. Par contre, ils ont les traits. Clairement. Et là, ça va mettre aussi les victimes dans une posture de confusion extrême. Parce que du coup, ils vont agir de la même façon. Alors que, par contre, ils n'auront pas cette intention de faire du mal, consciente. Parce que leurs actes seront faits, ou leurs mots, à cause de ce qu'ils ont dans les veines, en fait, hein, clairement. Hein, parce que l'alcool et la drogue, il ne faut pas croire, mais ça dérègle le cerveau, en fait. Et une personne qui est vraiment alcoolisée en permanence ou sous emprise de drogue en permanence, son cerveau ne fonctionne pas correctement. Donc, arrive à avoir ce genre de trait, ce genre de profil. Par contre, cette personne, quand elle va être beaucoup plus claire, elle ne l'aura plus, en fait. Et ça, c'est ton intuition qui va te dire si ou non c'est du love bombing ou pas à ce moment-là, par contre. Parce qu'il y en a qui sont dépendants et qui le sont réellement. Il y a ceux qui ont un profil. Parce qu'ils n'ont pas tout, en fait, clairement. Mais effectivement, une personne qui est extrêmement en bas par rapport à une dépendance peut avoir également le profil sans en être réellement un. Et ça, seul, en fait, une analyse psychologique pourra te dire si c'en est un. Parce qu'il faut prendre le temps d'observer la personne. Il faut prendre le temps de ressentir son intuition face à la personne. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, j'ai mis beaucoup de temps à savoir si c'était ou pas. Parce qu'en fait, ça ressemblait au paranoïaque, ça ressemblait au PN, ça ressemblait au manipulateur narcissique. Parce qu'il n'y a pas toujours cette intention de faire du mal. Parfois, si. C'était un bordel pas possible avec la dépendance de la personne. Mais un manipulateur, un pervers narcissique, qui n'a pas de dépendance, déjà, tu vois, tu as tout compris. Mais si, en fait, c'est quelqu'un qui boit de temps en temps, qui n'est pas forcément dans la dépendance, il ne faut pas dire que c'est à cause de l'alcool. Parce que si tu vois qu'il a ce genre d'attitude, même hors alcool, déjà, là aussi, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qu'on dit, c'est très difficile à détecter. Si c'est conscient ou inconscient à cause de tout ça, en fait. Donc, comment reconnaître? Et c'est pas quelque chose de sûr et certain. Voilà, il faut pas se... Mais tu te sens systématiquement coupable, même sans raison. Tu perds confiance en toi. Tu doutes de ton jugement, de tes décisions, de ta santé mentale, de ta réalité. Tu vis dans une angoisse qui est permanente, un stress qui est invisible. Tu n'oses plus être toi.
Tu as peur de la personne et tu as peur de ses réactions. Tu te sens seul, isolé, vidé, méprisé tout en continuant à espérer son approbation. Sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est un véritable acte de courage et de survie. Et c'est certainement un des actes les plus difficiles à avoir parmi tous les manipulateurs. Ça devient nécessaire en fait. Et ça a souvent besoin d'un accompagnement psychologique, un soutien extérieur et un travail profond de la reconstruction. Chose que les victimes ont rarement. Clairement. Aussi. Elles sont souvent délaissées, abandonnées. La priorité est de comprendre en fait qu'il ne changera pas. Dis-toi bien ça. Un vrai pervers narcissique ne changera jamais. C'est pas la peine d'espérer qu'il fasse un travail sur lui-même parce qu'il fera semblant de faire un travail sur lui-même, certes, mais il ne changera pas. Par contre, si une personne en faisant un travail sur lui-même change, voilà. C'est ça aussi. Il ne peut pas guérir, il ne peut pas s'éveiller, il ne peut pas se transformer. Là aussi, ne cherche surtout pas à le sauver. Je crois que de tous, c'est celui qu'il faut encore moins essayer de sauver. Il s'en fout de la lumière, il s'en fout de l'amour, il manipule la lumière des autres pour s'en nourrir. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu du mécanisme de l'emprise émotionnelle. Comprendre un petit peu le mécanisme de l'emprise émotionnelle. L'emprise émotionnelle, c'est un processus qui est insidieux, qui s'installe progressivement en fait. On ne s'en aperçoit pas forcément. Elle ne résulte en aucun cas d'une faiblesse personnelle ou d'un défaut de caractère. Parce que le nombre de personnes qui viennent te dire « mais c'est parce que tu es faible », mais bordel de merde. Ils sont capables en fait d'avoir des personnes qui sont fortes. Ils sont capables d'avoir sous emprise émotionnelle des personnes qui sont fortes. C'est aucunement une histoire de faiblesse. C'est une question que les personnes qui sont sous emprise émotionnelle sont des personnes qui ont un cœur énorme, sont des personnes hypersensibles, sont des personnes empathes. Mais l'empathie et l'hypersensibilité n'a jamais fait d'une personne une faible. Donc, c'est ça. Merde, j'ai été plus vite que la musique, moi. C'est des personnes, voilà, qui sont empathes, sensibles, hypersensibles, loyales, fidèles, qui ont besoin d'être réparées ou de se sentir peut-être utile aussi à essayer de sauver quelqu'un. Elles ont également souvent une histoire personnelle marquée par des blessures, ce qui rend certaines dynamiques plus familières, donc plus facilement acceptées inconsciemment. Une personne qui a déjà vécu ce genre de schéma en fait dans sa vie ou a grandi avec ce genre de schéma, ça va même pas la choquer. Voilà. Moi, je connais des personnes qui ont vécu des violences conjugales et ça ne les a pas choqués sous prétexte qu'en fait, ils ont eu peut-être une sœur qui a débarqué chez ses parents, les enfants sous le bras avec des bleus au visage. Peut-être un père qui a pu se montrer parfois violent, que ce soit envers elle ou envers sa mère. C'est des choses qu'elle connaît. Donc ça ne va pas la choquer en fait. Et c'est le genre de personne qui va mettre d'autant plus de temps à réaliser. Ça, il faut le savoir. Et être sous emprise émotionnel, c'est simplement parce que tu es humain. Voilà, tout simplement. Pas parce que tu es faible. J'ai envie de dire. Ça signifie que tu es capable de pardon, de patience, de compréhension. En fait. Tu es doté de qualités magnifiques. Mais tu n'es pas faible. Les personnes qui ont ces qualités, pour moi, sont certainement les personnes les plus belles et les plus fortes qui est. Clairement. Voilà. Parce que pour arriver à pardonner parfois l'impardonnable, il faut une force extraordinaire. Pour arriver à donner de l'empathie, de la sensibilité, de la loyauté, de la fidélité, de la patience, de la compréhension envers des gens alors que tu es complètement détruit à l'intérieur de toi, il faut une force incroyable. Voilà. Donc l'auteur de l'emprise identifie très vite ses qualités en fait. Et c'est de ça qu'il se sert. Qui manipule,
et qui détourne contre les personnes. L'emprise émotionnelle, elle se construit sur un déséquilibre invisible, une alternance de chaleur et de rejet, d'attention et de distance, de promesses et de silence. Ce mécanisme appelé renforcement intermittent active chez les victimes une forme de dépendance affective qui ne ressemble pas à de l'amour, mais un besoin de réparer ce qui ne va pas. En fait, tout le monde peut être victime d'emprise émotionnelle avec ce genre d'attitude, parce que ça te met dans une confusion profonde. Tu vois cette illusion de retour à la lumière, à l'harmonie? Eh bien, en fait, ça va te donner de l'attente, de la justification, du doute de toi. Sortir de l'emprise demande du temps, de la douceur envers soi et la reconnaissance sincère de ce qu'on en a vécu. C'est un chemin de libération, mais aussi un processus de transformation. Là, je vais faire une partie où je vais parler un petit peu de l'emprise dans tous ses états. L'emprise émotionnelle, c'est pas juste les relations amoureuses. Parce que vous catégorisez ça vachement dans les relations amoureuses. Mais attention, elle se manifeste dans d'autres types de liens. Ah, merde! Parfois très précoce et profondément enracinée. Dans la famille. Dans la famille. L'emprise peut prendre la forme de multiples formes. Des violences psychologiques, du contrôle abusif, des menaces volées, du chantage affectif et parfois de la violence physique. Le syndrome de Munchausen, là, Munchausen, merde, par procuration en fait, par exemple, c'est une forme grave d'emprise exercée par un parent sur son enfant, souvent à travers la maladie inventée ou exagérée. Les enfants peuvent ainsi grandir dans un climat de peur, de culpabilité ou de confusion émotionnelle profonde. Ça peut être aussi entre frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, enfin t'as compris quoi. Toute autre forme dynamique familiale où le pouvoir est mal utilisé. Où il y a cette manipulation affective, où la réécriture des faits peuvent imposer une domination insidieuse sur les souvenirs, les décisions ou l'estime de soi. Et ouais, 22-22 en plus. Le harcèlement scolaire. Putain, j'ai lancé un plein de gueule, attends. Ouais, j'y verrai un peu mieux là quand même. Bref. On devait un peu de verdure, c'est mieux. Sujet sérieux, lourd, et un petit peu de verdure avec un petit peu des chants d'oiseaux, histoire de mettre un petit peu quelque chose de voilà. Le harcèlement scolaire, en fait, c'est une forme d'emprise. C'est une emprise, en fait. Parce que la violence verbale, psychologique, et même parfois physique, pour ceux qui ont vécu le harcèlement scolaire, c'est de l'emprise qu'ils avaient sur toi, en fait. Ça t'enferme dans cette spirale de peur et de soumission, donc d'emprise. C'est pour ça aussi qu'il est important aussi de lutter contre le harcèlement scolaire. Chose que les gens ont l'air d'en avoir un peu rien à foutre. Ouais, pour ceux qui l'ont pas vécu, tu m'étonnes qu'ils en aient rien à foutre. Pour ceux qui l'ont vécu, je te dis pas comment c'est important d'essayer de faire en sorte de combattre ça. Parce qu'avec les réseaux et tout, c'est encore pire qu'avant. Alors déjà à mon époque, je te dis même pas. Bref, tu me diras, bon, tout sous la gorge, c'est sympa aussi. Mais à l'époque d'aujourd'hui, sincèrement, waouh. Bref, le regard des autres devient un poids et l'école un lieu d'angoisse, en fait. L'emprise existe aussi dans l'amitié, sous forme de jalousie, de possessivité, de critique, de contrôle, manipuler un petit peu ta façon de penser, etc. Là aussi, dans le monde professionnel, là aussi, en fait. Et genre le harcèlement moral, en fait, la pression constante, l'usage de la peur, en fait, est pour imposer son autorité, c'est de l'emprise. Il existe aussi l'emprise religieuse ou sectaire, où la foi et la quête spirituelle sont détournées pour soumettre, contrôler ou isoler les individus. Dans certains cas, même un thérapeute, un médecin ou un guide spirituel peut exercer une forme d'emprise psychologique sous couvert d'aide ou de soins.
L'emprise, elle est partout. L'emprise politique et sociale utilise parfois la peur, la désinformation ou l'idéologie pour manipuler les masses, instaurer un climat d'insécurité ou imposer des croyances sans remise en question. Bon, je crois que là, on n'a pas besoin de trop d'exemples. J'ai envie de te dire, je crois que la plupart des chaînes d'infos, voilà quoi. Ah oui, c'est pour ça que je regarde pas la télé, moi. Hein. Non, non, en fait. Et je m'en suis d'autant plus aperçu quand j'ai eu des problèmes de santé et que j'avais facilement des angoisses. Et tu me mettais devant les infos, j'avais l'impression de crever d'angoisse. C'était même pas que c'était réellement angoissant, mais c'est parce qu'en fait j'avais une certaine sensibilité justement à ce qui était. Et c'était pas un début d'éveil en fait, cette merde. Quelque part. Ou un développement peut-être de mes capacités à ressentir, hein, parce qu'en fait, clairement, j'ai plus ça, en fait, plus jamais. Et pourtant, les ulcères, j'en fais depuis. Donc, ouais, voilà, tu vois, j'avais ça. Parce que je me rendais compte qu'en fait, j'avais comment t'expliquer ce jet dans les cheveux. Ah. J'avais ce ressenti de force information, de climat anxiogène et tout. Je sais même pas si c'était pas les débuts du Covid en ce moment-là en plus. Ce truc qui faisait tout. Je sais pas si vous avez remarqué à cette époque, tout pour nous faire flipper à mort. En fait, il y avait de la désinformation. Il y a souvent de la désinformation en fait. Et ça, c'est de la manipulation et de l'emprise. Et c'est comme ça que tu as des moutons. Voilà. Donc l'emprise, elle peut prendre 1001 visages en fait. Il est essentiel de pouvoir la reconnaître au-delà des clichés pour mieux s'en libérer. Au-delà de ce truc, c'est uniquement en amour. Ça aussi, c'est partout, de chez partout en fait. Plus exactement en fait, quand même, j'ai envie de parler en fait de cette emprise médicale ou cette emprise en psychothérapie en fait et dans les relations thérapeutiques. Parce que pour moi, elles sont extrêmement dangereuses. Même si c'est de la manipulation bas étage, ça reste dangereux. Parce que c'est censé être un lieu de sécurité. C'est censé être des lieux de soins. D'accord? Donc l'emprise médicale en fait, ça se produit quand un professionnel qui utilise son savoir, son autorité et la vulnérabilité d'un patient pour imposer des décisions, générer une dépendance ou encore pour obtenir une forme de contrôle. Elle peut être directe, prescription injustifiée, refus d'écoute, abus de pouvoir, ou plus subtile, imposition de diagnostic, déni de la parole du patient, infantilisation, etc. Certains patients se retrouvent à subir des traitements contre leur gré, à voir leur douleur minimisée ou à être stigmatisés par leur vécu, en particulier dans les maladies rares ou mal comprises. Oh putain. Cela crée un sentiment de déshumanisation, d'injustice et parfois un traumatisme durable face au corps médical. C'est grave. L'emprise en psychothérapie ou toute relation thérapeutique, là, en fait, c'est pareil. Tu as le thérapeute, en fait, t'es censé être en confiance, il est censé t'apporter des réponses, il est censé te guider un petit peu comme on fait nous, mais certainement pas en fait de te maîtriser et d'avoir de l'emprise sur toi. C'est pour ça que c'est dangereux en fait ces emprises-là. Parce que ils profitent de ta vulnérabilité en fait. Il y a une asymétrie naturelle normalement. Le thérapeute détient le savoir, la posture d'accompagnant face à la personne en souffrance. Cette position, malheureusement, en fait, elle est détournée. Putain, décidément, c'est parce que je commence à fatiguer là. Elle peut être détournée lorsque le thérapeute, en fait, il dépasse ses limites éthiques, qui impose ses croyances, manipule les émotions du patient, ou le culpabilise, ou minimise, ou souffle, d'ailleurs, ou te donne cette impression que c'est ta faute en même temps aussi. Voilà. L'emprise, elle prend la forme de dépendance thérapeutique, d'une atteinte à l'autonomie, de pensée ou même de transgression grave, abus verbaux, psychiques, voire physiques. Les faux thérapeutes, les faux praticiens, en quête de pouvoir, peuvent nourrir de relations toxiques tout en se cachant derrière le cadre thérapeutique ou médical. C'est pourquoi il est crucial en fait de rappeler que tout accompagnement psychologique, médical ou spirituel doit toujours respecter l'autonomie, la liberté intérieure et les limites personnelles du patient ou du consultant.
Par contre, également, vous devez respecter les limites de la personne que vous consultez. Là aussi. Vous n'avez pas à imposer. Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont voulu m'imposer l'heure, le tarif, ma disponibilité, comment je dois penser, comment je... J'en ai eu. Bref. Passons. Donc, je vais quand même te dire, coucou mon petit lézard. Ah oui. T'as bu un peu aujourd'hui quand même? Parce qu'il a fait chaud. Hein, faut boire. Hein. Je crois qu'il y a une gamelle qui est vide sur les trois, je vais vous remettre de l'eau. Comment reconnaître, comment reconnaître que l'on est sous emprise? Reconnaître que l'on est sous emprise émotionnelle, psychologique ou relationnelle est souvent un processus long et assez douloureux en fait, on va pas se mentir. La principale raison est que l'emprise agit subtilement, progressivement et s'installe en fait dans le quotidien. Et on s'en rend pas compte en fait immédiatement, on s'en rend pas compte. Donc je vais essayer de donner quelques trucs quand même dans l'ensemble. La perte de confiance en toi. L'un des premiers indicateurs est la diminution, voire la disparition de la confiance en toi. La personne qui est sous emprise, en fait, elle va commencer à douter de ses capacités, de sa valeur, de ses choix, de ses pensées, de son intuition. Ce doute permanent est souvent nourri par des critiques, des humiliations voilées ou répétées et un discours subtil visant à te déstabiliser. L'isolement progressif. L'individu sous emprise s'éloigne peu à peu de son entourage, famille, amis, collègues. Cet isolement peut être imposé par le manipulateur ou naître d'un sentiment de honte, de culpabilité ou de fatigue. Il devient alors plus facile pour l'emprise de s'installer pleinement. La fatigue émotionnelle et psychologique est extrêmement intense. Être sous emprise, c'est être constamment en alerte, dans une tension intérieure permanente. Cela épuise les ressources mentales et émotionnelles. On observe une perte d'énergie, des troubles du sommeil, une perte de concentration. Et parfois, et très souvent d'ailleurs, au passage, des symptômes physiques. Okay. Que ce soit des troubles du comportement, ces troubles d'hypervigilance qu'a une personne, les troubles d'extrême anxiété, une perte de poids assez rapide, tout ça. Voilà. La confusion mentale. Tu ne sais plus ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu remets en question ta propre perception de la réalité, notamment à cause en fait de la technique comme le détournement de la réalité, parce que votre mot il est imprononçable, où le manipulateur nie les faits, minimise les événements ou retourne les situations à son avantage. Je suis désolée, je commence vraiment à fatiguer. Là, ça fait 4 vidéos que je tourne aujourd'hui. Il a fait extrêmement chaud. Je n'ai pas mangé rien, je commence à être fatiguée, donc je vais me mettre à bégayer de plus en plus, j'en suis désolée. La culpabilité omniprésente. Ce sentiment de culpabilité est un levier majeur de l'emprise. La victime se sent responsable des réactions de l'autre, de ses colères, de ses silences, de ses états émotionnels. Elle culpabilise aussi de ne pas réussir à sauver ou réparer la personne. Ce sentiment de dépendance. Malgré la souffrance, la personne n'arrive pas à couper le lien. Elle sent qu'elle ne peut pas vivre sans l'autre. Elle a même parfois l'impression qu'elle va mourir sans l'autre. Qu'elle a besoin de lui pour se sentir exister, ou d'elle. Donc cette dépendance, elle peut être affective, présentielle, parce que ça existe la dépendance présentielle, émotionnelle, financière ou spirituelle. Parce que là aussi, en fait, parfois tu as de tout. La dépendance à la présence de quelqu'un en fait dans ta vie, tu peux avoir de la dépendance affective, mais tu peux avoir cette dépendance de si tu pars, tu vas vivre sous un pont. La peur du conflit, du désaccord. La peur de déplaire, de provoquer la colère ou le rejet de l'autre devient omniprésente. Cela pousse à la soumission, à l'oubli de soi, à l'autocensure. La personne finit par ne plus exprimer ses besoins ni ses émotions, en fait, et à étouffer tout ça. La honte d'être dans cette situation. Oui, on a honte d'être dans cette situation. Il est fréquent que la victime ait honte de parler, de demander de l'aide ou même de reconnaître ce qu'elle vit. Cette honte est entretenue par la peur de ne pas être crue, d'être jugée ou d'admettre que l'on est tombé dans le piège. Et souvent parce que justement, il y a ces discours moralisateurs et ces choses qu'on peut voir sur les réseaux. T'avais qu'à partir, tu te l'es bien cherché. Tout ce genre de commentaires qu'on peut lire sur les réseaux ne fait qu'accentuer en plus. Ces troubles de l'identité. La personne ne sait plus qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Elle a perdu le contact avec elle-même. L'emprise a déformé ou effacé son identité propre pour la modeler selon les besoins du manipulateur.
la normalisation de la souffrance. La victime finit par penser que cette souffrance est normale, que c'est ça l'amour, ça la famille ou ça la vie. Elle se persuade que c'est elle qui a un problème, que l'autre est comme il est et qu'il faut l'accepter. Et un manipulateur te dira en plus que c'est toi le problème, histoire d'accentuer tout cela. Donc, conclusion. Identifier que l'on est sous emprise est le premier pas vers la libération. Cela demande du courage, de la lucidité et souvent un soutien extérieur. Donc, le dernier chapitre, je vous rassure. Comment se libérer de l'emprise. Voilà. Mais n'hésite pas quand même à en être sûr. Mais même si tu n'en es pas sûr, mais que tu ressens tout ça, vas-y, libère-toi de toute manière. Parce que même si c'est pas de l'emprise et que c'est de la manipulation, que tu n'es quand même pas sous emprise, et qu'il y a peut-être un risque d'emprise, ou même que tu te sens comme ça avec une personne qui n'est pas forcément manipulateur, vas-y, libère-toi. N'hésite pas en fait. Déjà, la première chose, ça va être de prendre conscience. En fait, c'est la première étape. Obligatoire en fait pour se libérer, c'est la première étape, celle qui est la plus douloureuse, celle qu'on met énormément de temps à accepter. Parce que même si on sait, même si on prend conscience, on rejette beaucoup la prise de conscience. C'est accepter que l'on a été manipulé, contrôlé ou affaibli mentalement ou émotionnellement. Il s'agit d'oser regarder la vérité en face sans se culpabiliser, surtout sans se culpabiliser. Écoute-moi bien, sans se culpabiliser. Ensuite, ça va être d'oser briser le silence. Parler, s'ouvrir à une personne de confiance. Écrire, témoigner. Mettre des mots sur ce que l'on vit brise l'isolement et diminue le pouvoir de l'emprise. Se protéger émotionnellement et énergétiquement. Cela passe par la mise en place de limites claires, mais aussi par des rituels de coupure énergétique, par exemple, des bains de purification, des prières de libération, des visualisations où l'on coupe des liens toxiques. Appeler, si tu veux, et si tu en ressens le besoin d'avoir leur soutien, l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Métatron. Du fait est que l'archange Michael est là pour trancher les liens toxiques, apporter la force et la protection et la vérité. Ça sera ton meilleur allié. Voilà. Il ne va pas trancher les liens toxiques si tu n'es pas prête à le faire. L'archange Raphaël, il va t'aider à guérir, que ce soit ton cœur, ton corps ou ton âme. Donc n'hésite pas à lui demander derrière. L'archange Métatron, pour la restauration de l'alignement intérieur et l'élévation vibratoire. Par exemple, tu peux dire, archange Michael, coupe tous les liens d'emprise. Par exemple, archange Raphaël, guéris mon cœur, mon corps et mon âme. Archange Métatron, élève mon âme. Tu peux écouter des musiques avec des fréquences, d'accord? Par exemple, les 380, pardon, je vais y arriver, les 380 Hz, ah putain, les 396 Hz, c'est la libération de la peur. Ok? Les 417, la transformation. Les 528, la réparation de l'ADN et l'amour. Les 639, la guérison relationnelle. Il y a la 432 aussi, merde. C'est aussi une histoire de guérison, hein, je vous rassure. En douceur, d'ailleurs. Ça va t'aider à te réaligner, en fait, tout ça. Tu peux méditer. Avoir des méditations qui vont être centrées sur ton plexus solaire et sur ton cœur, permettant de récupérer ton pouvoir intérieur, en fait. Tu peux te répéter des mantras du style « Je suis libre, je suis fort, forte, je me libère » ou « Je suis en paix avec moi-même » ou « Je reprends possession de mon énergie sacrée ». N'hésite pas à avoir recours à des mantras. Il faut se faire entourer, se faire accompagner. Ils te font absolument un soutien extérieur, c'est essentiel. Un thérapeute formé, des groupes de parole, un accompagnement spirituel. Mais je tiens à préciser, du fait qu'il existe de l'emprise dans ces domaines-là, de rester vigilant à ne pas retomber dans une forme d'emprise déguisée, en fait. Attention à ça. Après, il va te falloir rebâtir ton identité.
tu vas te sentir vide, tu vas te sentir perdu, tu vas te redécouvrir, retrouver tes passions, reprendre contact avec ton corps, avec la nature, avec la lumière et peut-être même avec des personnes. Il faut te pardonner et t'honorer. Te libérer, c'est aussi accepter d'avoir été vulnérable sans te juger. Il n'y a pas de honte à avoir été sous emprise. Le pardon envers toi-même est un acte de puissance, en fait, et qui va te permettre d'autant plus de t'élever. Parce que ça va te faire monter en énergie. Se libérer, c'est renaître, oui. Et chaque renaissance est un acte sacré. Alors garde foi en toi et garde foi en ta lumière. Pardon, j'ai bégayé, j'ai eu un bug. Donc sur ce, mes petites étoiles, j'espère que cette édition spéciale, malgré qu'elle soit faite en 2 vidéos et qu'elle soit dans l'après-midi au moment où elle sort, permettra de vous aider et permettra de peut-être minimiser l'utilisation de pervers narcissiques à outrance et vous permettra de reconnaître des manipulations et peut-être de vous aider à vous en libérer, voire de vous rendre compte peut-être qu'il y a de la manipulation auprès d'une personne que vous aimez. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.